auditeurs, Radio Forum FM, l'accueil hospitalier, passez votre chance et vous aime bien, moi de lancer votre radio, soyez à l'écoute, aux émissions de droits de l'homme. Le mot du président. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. Bienvenue à tous et à toutes. Pendant cette semaine sainte, en tant que chrétien catholique pratiquant, je me suis permis de ne pas faire des publications, mais plutôt de méditer. Donc avant de commencer d'ailleurs cette émission, je vous signale le décès vendredi 18 avril 2025, donc hier, de Maître Aimé Emmanuel Yuka, un juriste originaire de la Cuvette qui doit son ascension politique à Maître Moudi Leno Massengo, qu'il a reçu à Nancy pour ses études de droit. Maître Moudi Leno Massengo le nommera d'ailleurs directeur de cabinet au ministère de la Justice en écartant le directeur de cabinet en place, pourtant originaire du Poul comme lui. Je reviendrai sur cette triste nouvelle avec Fernand Mathias Ndala pour parler de ses relations avec Maître Moudi Leno Massengo. Pendant ce temps, je vous montre un extrait de sa déclaration après les événements, la tragédie plutôt, du 4 mars 2012, où il a eu indirectement des passes d'armes avec Maître Ambroise Malonga. Vous suivez. Parce que dans ce pays, on respecte la liberté d'expression. Il n'y a au Congo aucun détenu politique, aucun détenu d'opinion. Donc les grands états des droits de l'homme dans cette affaire-là, c'est la diversion. Monsieur le ministre d'État, nous profitons de votre présence sur ce plateau pour vous poser cette question parce que il y a quelques semaines en arrière, vous avez communiqué au sujet de l'enquête que le gouvernement a ouverte. Monsieur le ministre d'État, à ce jour, à quel niveau se trouve l'enquête? L'enquête suit son cours sur la formule consacrée. C'est une affaire difficile, compliquée. Il n'y a pas de témoin direct. Il s'agit d'y mettre de la méthode. Et cela prendra le temps qu'il faudra, pas plus que nécessaire, mais pour être tranquille, les enquêteurs sont à pied d'œuvre et le moment venu, naturellement, les conclusions seront rendues publiques. Oui, monsieur le ministre d'État, vous parlez tout à l'heure de Maître Hervé Malonga et Gabriel Ombessa qui sont présentés comme les avocats du colonel Marcel Tourou. Comment se sont-ils constitués comme avocats du colonel Marcel Tourou? Bien, en situation normale, c'est le client qui fait la démarche. Il a un problème avec la justice, soit comme défendeur, soit comme demandeur, et il s'adjoint les services d'un avocat. Dans ce cas précis, c'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est M. Tourou qui a fait la démarche ou c'est Maître Malonga qui a fait la démarche? Dans ce dernier cas, c'est une faute lourde. Le racolage est interdit par les règles de la profession. Mais ce que je dois vous dire, c'est que Maître Malonga, depuis 2008, ne figure plus au tableau de l'ordre des avocats du Congo. Depuis 2008. Donc, il n'a plus le droit de plaider comme avocat devant les tribunaux nationaux. Le bâtonnier qui est le responsable de l'organe disciplinaire des avocats a écrit aux juridictions pour leur signaler le fait et demander que Maître Malonga ne soit pas admis devant les tribunaux pour plaider. Cette situation est pour le moins
embarrassante pour le connaître parce qu'il a connu un avocat qui n'en est plus un depuis 2008. Donc, nous parlons, je répète, Maître Malonga n'est plus inscrit au tableau des avocats du Congo. Donc, il ne peut pas accéder à un tribunal, il ne peut pas plaider. Par conséquent, s'il a accepté des honoraires de connaître tout, c'est purement et simplement une escroquerie. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur le ministre. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que nous venons de recevoir sur ce plateau Maître Aimé Emmanuel Yoka, ministre d'État, coordonnateur du pôle de la souveraineté, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains. Maître Aimé Emmanuel Yoka nous a édifié sur l'interpellation de 2 avocats du barreau de Brazzaville par la police nationale. Merci beaucoup. Chers auditeurs, ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé, lu par Ingrid Flora. Nous venons d'apprendre l'arrestation abusive de Maître Ambroise Hervé Malonga, ancien bâtonnier de Brazzaville et avocat constitué le 1er avril 2012 pour le colonel Marcel Nsourou, arrêté le 30 mars 2012, et d'Amédée Dello Luemba, prisonnier politique arrêté à Pointe-Noire en mars 2011 et incarcéré à la maison d'arrêt de Brazzaville. Maître Malonga a été arrêté en compagnie d'un autre avocat, Maître Ombessa, le matin du lundi 9 avril 2012, alors qu'il s'apprêtait à donner sa conférence de presse à l'hôtel Saphir. Maître Malonga a reçu un coup de fil du commissaire central de Brazzaville, lui demandant de ne plus tenir son activité à l'hôtel Saphir. Ainsi donc, Maître Malonga a jugé bon de tenir la conférence de presse au domicile de son client, le colonel Nsourou, et c'est en pleine conférence que Maître Malonga a été interpellé et conduit au commissariat central, où il se trouve encore. Malheureusement, il reste injoignable à l'heure où nous vous parlons. Cette arrestation prouve bien que nous sommes dans une dérive de droit et que le pouvoir a perdu ses marques dès lors qu'on arrête un avocat commis pour la défense. Dans quel régime sommes-nous aujourd'hui lorsque le droit de la défense n'est plus garanti? Personnellement, en tant que défenseur des droits de l'homme, je suis inquiet, comme l'ensemble du peuple congolais traumatisé par des pratiques d'un temps révolu et qu'on veut nous faire revivre. Nous demandons la libération immédiate de Maître Ambroise Hervé Malonga et la liberté de faire son travail pour éviter des débordements dont le pays n'a pas besoin pour le moment. Enfin, nous disons aux autorités habituées aux mensonges, à la désinformation, que l'essentiel pour le Congo, c'est d'être gouverné par des principes de droit, pour que les Congolais ne soient pas tentés à la révolte contre un pouvoir devenu tyrannique. Alors, c'est à ce moment que, finalement, quand je l'ai reproduit l'histoire en disant, voilà, ils m'ont donné 15 millions, et ceci, ils m'ont demandé de faire cela, je leur ai reproduit l'histoire. Dormez-vous, hein? Tellement qu'ils vont, d'accord. On va continuer cette enquête, on te ramène au commissariat. Et quand ils m'ont ramené au commissariat, il était 2h30 du matin. Mais les coups qui m'ont fait subir, il n'y a que moi qui le sais. C'était mon 8 ou 9, ils m'ont fait subir des coups pour me demander de parler. Pendant au moins 1 heure, j'ai fait subir des coups, d'ailleurs, au moment où je parle, je pense que le poison qu'ils m'ont mis commence à faire des effets parce que j'ai mal au pied, j'ai mal au bras, et quand la face, je crois que la face est tentée de pouvoir prendre une dimension qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle qui est là d'ordinaire. Donc je dis, le poison qui m'a mis, je crois, commence à produire ses effets. C'est pour cette raison que hier, lorsqu'on m'a transféré à la maison d'arrêt, je me suis fait examiner par le colonel-major, à qui j'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Et je demande tout de suite qu'un médecin me vienne au secours, parce que je risque de perdre ma vie, parce que, en tout cas, je profite de cette occasion de dire, si jamais on arrive quelque chose, en tout cas, c'est de ce pouvoir-là. Je n'ai jamais souffert de Soudan, je commence à souffrir aujourd'hui, mais si jamais il y a quelque chose, c'est ce pouvoir qui en est responsable. Voilà le récit malheureux des faits que j'ai subis, et nous avons été par la suite présentés au juge d'instruction, qui a pris un mandat de dépôt, qui nous a passé à la maison d'arrêt. Pour en finir, pendant que nous sommes à la maison d'arrêt, j'ai suivi une interview de M. le ministre de la Justice, M. Emmanuel, à la télé. Oh, je dirais quoi? Je dirais que je crois que le président Sassou ferait mieux de pouvoir changer d'équipe. Parce que s'il continue avec ce genre de personnage, ça deviendrait très dangereux pour lui. Parce que j'ai entendu un ministre de la République faire une interview pour dire que Maître Malonga n'est pas avocat. Même monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler, lorsque vous avez des problèmes
vient la peine d'être remis aux finances pour le TP. Donc jusqu'ici, vous n'avez jamais payé en totalité ce que l'État me doit. C'est vous qui ne voulez pas le faire payer. Vous, monsieur Emmanuel, je ne savais pas, et c'est maintenant que j'ai su que vous étiez tribaliste. Deuxièmement, je vous dis, monsieur le ministre. Mais pour ce qui est de mon omission, lorsque on m'a notifié l'omission, qui a été prononcée 1 an avant cette omission, je l'ai contestée. Vous allez voir, si vous avez lu, si vous avez la chance de lire notamment cette omission, elle est prononcée par un organe composé par des avocats qui n'étaient plus, qui ne faisaient plus partie de l'ordre national des avocats, d'une part. Et deuxièmement, monsieur le ministre, lorsque il y a une décision qui est rendue, mais lorsqu'on saisit la Cour suprême d'une demande de sursis à exécution, mais la mesure ne s'exécute plus, je vous l'apprends si vous ne le savez pas. C'est pas moi qui le dis, vous allez voir le code, reprenez votre code, et il y a une circulaire de M. le procureur général de la Cour suprême qui lui disait aux avocats et aux magistrats, je comprends, monsieur le ministre, que tout cela vous échappe, parce que vous n'avez jamais, je ne vous ai jamais vu, vous, en train de plaider un dossier, de fusquer un dossier, un dossier banal. Vous l'avez jamais vu, je ne vous ai jamais vu au prétoire, c'est pour ça que je ne veux pas vous répondre. Et vous osez me dire à moi que c'est un escroc. Mais l'escroc, c'est vous qui êtes escroc. Parce que vous dites des choses à la télé de l'État, à la télé de la République, des choses qui ne tiennent pas. Comment pouvez-vous dire, monsieur le ministre, vous, ministre de la Justice, soutenir que j'avais appelé à ma conférence de presse les journalistes qui aimaient, monsieur le ministre, de rabaisser pas le débat à ce point, monsieur le ministre. Je suis désolé pour vous. Moi, je connais les journalistes qui, quand on invite les journalistes, on n'a pas besoin de tenir de leur considération ethnique. On invite les journalistes, notamment de la presse nationale, la presse nationale internationale. Mais on n'a pas besoin de savoir si ce journaliste est étiqué, le journaliste est bouché, le journaliste est non, monsieur le ministre. Ne rabaissez pas le dossier à ce niveau-là. Ne donnez pas à ce dossier des considérations purement ethniques. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous ai dit que je connais Sourou, et sa femme, c'est à peine que je la connais, et mieux encore, monsieur le ministre. Vous dites que on serait poursuivi pour avoir attenté à la sécurité de l'État. Monsieur le ministre, mais je vous l'apprends pas, l'atteinte à la sécurité de l'État, la sécurité de l'État, c'est pas ça, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez me dire, fou, que le domicile de monsieur Sourou est dans une caserne comme vous dites? Le domicile n'est pas dans une caserne. Autour du domicile de monsieur Sourou, il y a bien des domiciles. Il y a même des sociétés qui sont installées autour de ce domicile. Il y a des écoles privées. Alors, monsieur le ministre, ces domiciles-là ne sont pas tous ces domiciles de fonction. Et encore, monsieur le ministre, si c'est un domicile de fonction, mais à ma connaissance, le Sourou a déjà été relevé de ses fonctions. Donc, il n'a plus le droit de vivre dans un domicile privé. Pour moi et pour mes collègues, mes confrères, nous y sommes allés parce que nous savions personnellement qu'il s'agissait que ce n'est plus un domicile de fonction, mais c'est plutôt le domicile du colonel Sourou, un domicile privé. Mieux, qu'est-ce qu'on appelle caserne, monsieur le ministre? Est-ce que vous pourriez définir, vous, qu'est-ce qu'on appelle caserne? À ma connaissance, une caserne, c'est un établissement public où on dépose des munitions, des armes de guerre, tenu votre presse dans le même domicile. Est-ce que vous l'avez inquiété? Il y a peut-être 4 mois, 5 mois, il avait tenu une conférence de presse dans ce domicile. Quand vous êtes inquiété, alors, en ce moment-là, ce n'est plus une caserne militaire qui pouvait la tenir, même si vous avez maintenant vous dites une caserne militaire, même chez lui. Ne rabaissez pas le débat, faisons le débat ce soir. Moi, je suis prêt à prendre ce que nous allons pour venir nous donner cette opportunité. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas même de faire un débat ce soir. Alors, monsieur le ministre, si vous voulez que les Congolais nous suivent et le courage de faire un débat avec moi, un débat télévisé à la télévision pour qu'on parle de ce dossier, pour qu'on parle de votre façon de faire. En tout cas, c'est ce que je dis. Moi, je propose de faire une plainte contre vous pour diffamation. Vous m'avez dit, vous avez dit que moi, je suis avocat, et vous l'avez dit dans les autres, tout le monde a entendu. Et je pense aussi que si la télé appartient à tous les Congolais, j'ai le droit d'avoir un droit de réponse. Tout ce que vous voulez. Je demande, je pense que c'est une ministre, c'est pas une façon de faire vous de la solution, parce que je pense que vous allez trop loin. Et pour un homme de votre âge, je crois que vous devez pas faire le temps. Si vous voulez qu'on fasse ce débat, appelez la télévision pour qu'on fasse le débat. On fait le débat, tout le monde va nous suivre. Un débat télévisé, vous savez moi, je suis prêt à le faire. À défaut, je vais instruire à la télévision pour que je fasse un peu de réponse. Voilà ce que je veux dire aussi. Hervé. Oui. Bon, écoute, je viens de recevoir par mail la correspondance du vice-bâtonnier du barreau de Paris, correspondance qu'il a adressée au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Je me permets de te le lire pour que tu sois informé des actions qui sont menées à l'extérieur
en ta faveur. Monsieur le Président, Paris le 11 avril 2012. Monsieur le Président, le barreau de Paris a été informé de l'arrestation hier soir d'Hervé Malonga, avocat à Brazzaville, alors que celui-ci s'apprêtait à tenir une conférence de presse concernant l'un de ses clients, le colonel Marcel Ntsuru. Ce dernier a été arrêté le 30 mars dernier dans le cadre de l'enquête liée à la tragédie du 4 mars qui a endeuillé le peuple congolais. Depuis son arrestation il y a 10 jours, son avocat Hervé Malonga n'a pu rendre visite à son client et il souhaitait en faire état lors de cette conférence de presse. Le barreau de Paris ne souhaite bien évidemment pas s'immiscer dans le cadre des affaires intérieures de votre pays, mais vous demandez de vous assurer que toutes les garanties judiciaires prévues par la législation nationale et les traités internationaux ratifiés par la République du Congo sont respectées, et plus particulièrement de permettre à notre confrère de pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec l'avocat de son choix. Je me permets également de vous rappeler que les principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés à la Havane par le 8e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants prévoient dans leur principe 16 que les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement, ni ingérence indue. Et dans son principe 18, que les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice de leurs fonctions. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. Signé Yvon Martinet, le vice-bâtonnier du barreau de Paris. Donc, après avoir suivi cet extrait, je commence ainsi à vous parler de ma méditation de cette semaine sainte pour vous dire que plusieurs leaders opposants et résistants ont mis en garde les Africains sur la situation chaotique du continent africain et particulièrement des pays mal gouvernés comme le Congo. Au milieu de tant de voix, de bruit et de distractions en Afrique, et singulièrement en Afrique centrale, il y a quelque chose qui réclame de la tension de notre esprit, des relations qui s'effondrent, des problèmes qui ne semblent pas avoir de fin. Même la tentative du vivre ensemble n'y fait rien. Et si je disais que tout ceci est lié à la mauvaise gouvernance, à l'arbitraire, à la discrimination et à d'autres mots que vous connaissez. Face donc à plus d'incertitudes, le monde est de plus en plus chaotique, déconnecté du droit, des règles, des normes nationales et internationales, parce qu'on ne voit pas seulement qu'en Afrique. Aujourd'hui, avec le désordre que tente d'instaurer Donald Trump et son allié dictateur de Russie, Poutine. Parce que pour nous, nous privilégions la primauté du droit, nous le disons toujours. Ce qui va en dehors du droit, c'est l'arbitraire, c'est la brutalité justement. Ces régimes policiers qui nous imposent la misère et la souffrance. Aujourd'hui, on privilégie les erreurs silencieuses qui font place au mal. Nos racines de souffrance sont connues. C'est le mensonge, les commérages, la haine, l'ignorance, la méconnaissance des faits et de notre passé. Ces racines de souffrance sont cachées dans nos habitudes quotidiennes, dans les mots que nous répétons sans réfléchir et dans les sentiments que nous faisons grandir dans nos cœurs comme s'ils étaient normaux, alors qu'ils bloquent notre évolution, notre développement et effacent la bénédiction de Dieu, le premier souverain, celui qui nous a permis de vivre, celui qui nous a permis d'avoir
ces terres gratuitement et tout ce que nous possédons gratuitement, en fait, l'air, l'eau, le soleil, voilà. Il est donc facile de tomber dans le piège du mensonge, des murmures, quand quelque chose ne va pas. Les ragots semblent inoffensifs. Cela ressemble souvent par une phrase vague et confuse. Pas de commentaires, pas de malice. C'est souvent un propos d'un mythomane, d'un jaloux, ou complexé, ou encore une curiosité partagée par un homme conscient qui veut faire du tort à autrui. Dans ce monde du boulevard de la communication, donc l'Internet, les commérages sont un fléau qui détruit l'individu, la société et les familles. Oui, la langue peut tuer plus qu'un couteau, comme le confirme d'ailleurs la Bible. Dans Jacques 3,6, les commérages portent en eux une sorte de contamination invisible, capable d'infester les environnements et les cœurs. Lorsque nous parlons des autres sans amour, avec une haine affichée, sans vérité, nous lançons souvent les mots qui ne s'effacent pas facilement, car ce qui est dit se répand, se déforme et revient comme un poison, non seulement contre ceux qui ont ciblé, mais aussi contre ceux qui ont pris la parole, parce que celui qui sème la division, par sa haine et son mensonge, récolte le ridicule et parfois la solitude. Et beaucoup de malheurs qui arrivent au foyer, aux familles, dans la société, dans les relations amicales, proviennent des paroles maudites, maladroites ou perverses, qui viennent au mauvais moment avec la mauvaise intention. Les commérages ouvrent les portes vers les esprits de discorde, de jugement et de séparation. Ils brisent les alliances. Ils brisent l'orgueil de ceux qui pensent tout savoir des autres sans apporter la moindre preuve de leurs allégations. Les commérages sont une façon de se sentir supérieur aux autres. Nous devons faire nos récits ou nos évocations dans l'humilité, en toute sincérité, en apportant des preuves nécessaires pour des générations futures. En ce temps de Pâques, je renouvelle pour ma part mon pardon à tous ceux qui volontairement ou involontairement ont tenté de déformer les faits en cherchant à nous salir et à nous blesser. En ce jour béni du samedi saint, j'insiste pour dire, ne faisons donc pas subir à cette jeune génération des fausses informations qui les éloignent de la vérité et de la réalité des faits. Nous avons cette malchance au Congo d'avoir un président qui n'œuvre que dans le mensonge, dans la haine de ceux qui ont peut-être réussi, et tout en sachant qu'il est quand même le premier dirigeant, la première autorité. C'est ainsi d'ailleurs que je me permets aujourd'hui, jour du samedi saint, veille de la Pâque, qui marque les 11 ans de ma longue rencontre du samedi saint, c'est-à-dire le 14 avril 2014, à l'abri de tous et de toutes, de vous parler de ma dernière rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Et je l'évoque dans mon ouvrage que vous voyez, que je vous présente toujours, que je vous demande de vous procurer, pour qu'il n'y ait plus ces commérages, pour qu'il n'y ait plus ces déformations, parce que tout y est. Aujourd'hui, si je disparais, au moins le témoignage est là. Contrairement peut-être à Yoka qui vient de partir, qui n'a pas su, ne fût-ce que nous donner son témoignage, parce que c'est important, surtout sur l'affaire
du 4 mars 2012 où il a été incapable, en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, de nous présenter le rapport qui était attendu. Bref. Donc, comme je n'ai jamais cessé de vous le dire, malgré la désinformation, mon livre relate tout. Parce que le reste, c'est de la falsification. C'est pour ça que je me permets de vous parler aujourd'hui, 11 ans après, de ma dernière rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre qui avait duré pratiquement 3 heures. Je vais au début. Le 5 janvier 2014, en tant que membre des corps constitués de la République du Congo, en ma qualité de vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, je reçois une invitation du protocole d'État pour la cérémonie de présentation des vœux à Monsieur le Président et Madame Sassou Nguesso. Le 6 janvier 2014, j'interroge donc Maître Jean-Martin Bemba, le président de la CNDH, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire, car lui, malgré mon état de santé, parce qu'il me semble, il me demande de prendre part à la dite cérémonie, et j'accepte, d'autant plus que lui, Maître Jean-Martin Bemba, s'est vu retirer sa carte d'invitation à cette cérémonie des vœux par la direction du protocole d'État, qui ne voulait pas, pour d'autres raisons, qu'il se retrouve en face du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il faut comprendre, il faut noter qu'au moment de l'incarcération du colonel Marcel Nsourou, le président de la CNDH, c'est-à-dire que Jean-Martin Bemba, avait écrit au président de la République pour que les membres de la commission que nous étions se rendent compte des conditions de détention de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire du 4 mars 2012. Personnellement, en convalescence, parce que j'étais à Brazzaville pour l'inhumation de ma mère décédée le 5 décembre 2013, le jour du décès d'ailleurs de Nelson Mandela, je n'étais donc pas contraint d'assister à cette cérémonie, parce que je devais repartir en Europe et poursuivre les soins médicaux le 4 décembre à Paris avant de continuer aux États-Unis, où je devais repartir, où je devais plutôt fêter en famille mon anniversaire le 10 janvier. Au cours de cette cérémonie de présentation de vœux, le président de la République, après m'avoir serré la main, m'invite à m'entretenir plus tard avec lui. Le président a ajouté que je ne devais pas sortir du pays sans l'avoir vu au préalable. Il proféra d'ailleurs des menaces et s'en est suivi une vive discussion que la première dame, Mère Anto, Antoinette Sassou Nguesso, a su interrompre, habilement d'ailleurs. Notre discussion risquait d'attirer l'attention de l'opinion qui suivait en direct la cérémonie retransmise par la radio-télévision du Congo. Elle m'a donc calmé et je me suis engagé à rencontrer son époux après plus de 10 ans d'éloignement, presque. C'était donc important de le rencontrer. N'obtenant pas d'audience et voyant arriver le jour de mes rendez-vous médicaux à l'étranger, j'ai décidé donc de partir le 18 janvier 2014, après avoir pris le soin d'écrire au chef de l'État. Le 14 donc janvier, pour lui proposer de remettre notre entretien à mon retour des soins entre mars et avril 2014. La première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso,
qui avait de son côté exprimé le souhait de me recevoir avant son époux, a reçu également un courrier de ma part dans ce sens, voyant que le président avait quitté le Congo pour un voyage officiel 2 jours après plutôt. J'ai donc voulu quitter le Congo le 18 janvier 2014. Malheureusement, je n'ai pas pu accéder à l'avion, malgré l'enregistrement de mes bagages, malgré donc toutes les formalités ayant été stoppées au contrôle de police. J'ai été choqué par cette interdiction, bien que je l'admets, je n'en ai pas vraiment été surpris, dans la mesure où le président m'avait clairement mis en garde. Et d'ailleurs, le colonel qui me recevra, parce que j'ai protesté, il m'amène au sol, bon, dans l'un des bureaux. On a discuté, il dit, mais en tout cas, les ordres sont les ordres, vous ne pouvez pas partir. Nous savons très bien que tu es en règle, mais en tout cas, tu ne peux pas partir. Donc, je ne suis pas parti. Donc, 3 mois de longue attente, de stress, de silence, de méditation et surtout de détermination suite à mes nombreux contacts avec le ministre Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur. Je suis finalement reçu par le président de la République pendant des longues heures. Et ça va se faire donc le samedi 14 avril 2014. Donc le samedi saint. C'est pour ça que j'ai dit, il y a 11 ans. Pour moi, c'est un anniversaire. Au cours donc de ce long échange, j'avais eu à cœur de soulever 2 points importants. En premier, j'ai repris à mon compte des revendications des auditrices et auditeurs de la Radio Forum et des citoyens de la rue. Parce qu'on avait une émission, Radio Trottoir, qui évoquait les difficultés des citoyens, qui parlait de ce qui se passait au Congo. Car pour moi, c'était la bonne occasion pour présenter le vrai visage du Congo et les préoccupations des Congolais qui souffrent des inégalités et croupissent dans la misère directement au premier d'entre eux, c'est-à-dire le chef de l'État. Je l'ai fait grâce donc à ma casquette de spécialiste de droits de l'homme et surtout parce que c'est mon devoir de rappeler au président de la République ses obligations de garantir la permanence des valeurs de nos sociétés dans l'unité nationale. En toute liberté, j'ai donc insisté sur les nombreuses frustrations des Congolais, car j'estimais que le président Denis Sassou Nguesso, en tant que chef de l'État, était le seul garant de l'unité nationale. Et surtout, je voulais également lui rappeler ses engagements, ce qui a fait que, en 97, nous accrochons à lui. Après avoir fait cette grande sortie, ce qu'on appelle cette rencontre citoyenne, qui s'est faite en janvier 1997 à Paris dans le 13e. Il fallait aussi lui rappeler ses engagements de son ouvrage « Le fleuve, le manguier et la souris ». En tout cas, c'est lui qui devait mettre fin à l'arrogance, à l'embourgeoisement de son clan, de certains cadres du pays et à la pauvreté croissante de la population. La seule façon pour moi de préserver l'unité et la paix dans le pays, c'est de faire respecter la loi qui est la même pour tous. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité à m'entretenir avec le chef de l'État sur toutes les atteintes aux droits de l'homme que nous connaissons au Congo, ce qui relève de ma mission, à savoir les dénoncer publiquement en rappelant constamment les principes de la République. Ceux qui doivent en faire l'application sont ceux qui disposent de l'autorité de l'État. Les ministres, les maires, les préfets, que je n'ai pas hésité à dénoncer quand j'avais connaissance de certaines pratiques déviantes. J'ai également évoqué toutes sortes de questions, comme la gestion discriminatoire du marché total de Bakongo et l'érection au rond-point du marché commission de la stèle
du 3 novembre 1993, prévu pourtant dans les engagements du Forum pour la réconciliation et la reconstruction du Congo en janvier 1998. Donc le deuxième point que j'ai mentionné aussi, c'est le mauvais traitement de nos artistes et des anciens sportifs. J'ai déploré l'attitude du ministre de la Culture Ngakoso, qui s'est rendu avec un cortège digne d'un chef d'État auprès des artistes malades dans les quartiers sud de Brazzaville. Il s'agit entre autres de Nkuka Célestin Célio et Nkunku Ignace alias Master Mwana Congo et une autre personne, je crois que c'est Fila. Si c'est pas le vieux Fila, bon, en tout cas c'est une autre personne, mais en tout cas j'oublie le nom. Mais en tout cas les deux artistes gravement malades ont reçu chacun une somme dérisoire. Je dis bien une somme dérisoire, 200 000 francs CFA pour leurs soins. Donc il s'agit de Célestin Nkuka et Master Mwana Congo, à qui Ngakoso avait rendu visite en tant que ministre de la Culture. Ensuite, j'ai évoqué cette question. J'ai évoqué également les privations des droits de certaines personnalités, comme Maître Moudi Leno, qui ne percevait plus sa rente viagère d'ancien vice-président du Conseil d'État, assimilé donc au Premier ministre, et Maître Hervé Ambroise Malonga, qui n'arrivait pas à toucher ses honoraires d'ancien avocat de l'État. Au cours donc de notre entretien avec le président Sassou Nguesso, ce dernier m'a révélé qu'il avait signé un décret non rendu public attribuant aux anciens chefs d'État Yombi Opango et Pascal Issouba une rente viagère de 31 millions de francs CFA par mois. Toutes ces questions et beaucoup d'autres ont été renvoyées à une rencontre ultérieure après mes soins, car le président s'est montré soucieux de mon état de santé qu'il a jugé être la priorité. Il m'a demandé donc de prendre contact avec le ministre Raymond Zéphira-Mboulou pour me remettre les frais de transport et de soins. Cet argent remis en euros devait couvrir mon voyage puisque mon billet retour n'était plus valable. Loin d'être les francs CFA dans l'Ingiri que les gens ont raconté. Donc l'Ingiri a suffi dans les deux poches intérieures de ma veste. J'ai donc réglé mon billet d'avion à l'agence Air France plutôt, en classe, comme on dit, première classe, classe affaires, directement en euros. Je me suis également permis d'acheter des carreaux pour l'espace Émile Cardinal Beyena, qui est dans l'enceinte du Centre panafricain des droits de l'homme, bâtiment qui abrite le forum que vous voyez toujours à l'image. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le président s'est vraiment préoccupé de ma santé parce que lors de notre entretien, j'ai failli m'écrouler. Parce que d'abord, de un, il y avait une situation, toute la journée, je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu même un verre d'eau, étant donné que on m'avait arraché de la fête familiale parce que mon oncle paternel devait fêter ses 80 ans à Ouensoulou-Dima. C'est en ce moment-là que Fernand Ayessa va me joindre pour me dire que le président avait besoin de moi, qu'il avait besoin de moi en urgence, il fallait que on allait m'envoyer le chauffeur pour venir me chercher. En fait, j'allais être motorisé, quoi, parce que c'était urgent. Effectivement, j'ai pas eu le temps de manger et d'ailleurs j'étais peut-être pas en tenue de ville, mais en tout cas, je me suis rendu comme ça et le président m'a reçu sur le perron lui-même et il m'a amené dans la salle où il reçoit ses hôtes de marque. C'est-à-dire le chef d'État ou les ministres qui viennent. C'est là où on a eu cet entretien. Voilà pourquoi je dis non, c'était important de le soulever parce que nous n'avons pas eu malheureusement la possibilité de parler en profondeur de ses intentions de changer la Constitution.
parce qu'on avait remis cette question-là à mon retour. Malheureusement, on ne s'est jamais plus revu. Mais par contre, il m'a fait recevoir par Firmin Ayessa pour discuter de cela et j'avais donné mon point, qui était celui de ne pas le faire parce que c'était anticonstitutionnel. J'aurais bien voulu qu'il fasse à la Poutine, c'est-à-dire que placer quelqu'un, proposer quelqu'un à l'élection, et puis bon, c'est cette personne qui pourra peut-être un jour modifier la Constitution. Mais là, sur le champ, c'était impossible. Radio Forum FM, accueil hospitalier, passez-moi chasser, vous aime bien, moi de lancer votre radio, soyez à l'écoute, aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.